Voilà, mettez-vous en ligne en CLC. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Quittez ici. Abonnez-vous massivement. On va quitter ici. Voilà. Abonnez-vous massivement. On va quitter ici. J'espère que vous allez très bien. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. On va quitter ici. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez-le, partagez-le. Et mettez ça dans les groupes sur vos murs. Taguez vos amis et donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Les étoiles, s'il vous plaît. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Les étoiles, s'il vous plaît. Donnez-moi mes étoiles en quitter ici. Voilà, c'est... Hein, ne me regardez pas, hein. En donnant les étoiles, ne dites pas que non, on donne l'étoile à Guégué, non. En donnant les étoiles, c'est comme si vous faites la volonté de Dieu. Voilà, aidons-nous, vivants. Dieu dit, hein, aimez nos prochains comme nous-mêmes. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, en me donnant les étoiles, c'est comme si toi-même, tu t'aidais toi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, entraidons-nous vivants. C'est très important. Ne me regardez pas, ne me critiquez pas, mais plutôt donnez-moi mes étoiles. Je sais que beaucoup, cette vidéo, ça va faire mal à beaucoup de personnes. Ceux qui ont pour habitude de m'apprécier vont me déprécier ce soir. Oui, je dis bien ceux qui ont pour habitude de m'apprécier vont me déprécier ce soir. Et c'est important, c'est pas tout le temps on peut aimer une personne. Voilà, tu peux aimer une personne, mais quelques rares fois, voilà, la personne peut dire certaines choses qui peuvent t'énerver. Tu peux être en colère. Après, bon, tu vas dire, bon, écoute, j'étais en colère pour un bout de temps, j'ai laissé tomber. Alors, donc, on va, sans trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais vous communiquer un numéro. Donc, voilà, prenez le numéro parce que je vais vous dire pourquoi je donne ce numéro. Donc 0033 7 53 02 44 64. Je répète 0033 7 53 02 44 64. Voilà, donc j'ai donné le numéro. Je vais encore vous donner un autre numéro. Hein? Je vais vous donner un autre numéro et puis on va quitter ici. Je vais vous donner un autre numéro. Hein? Et puis on va quitter ici. Donc 0032 46 57 01 319. Je répète 0032 46 57 01 319. Donc ces deux numéros que je viens de vous donner, je vous ai donné un numéro français et un numéro belge. Ces deux numéros, vous pouvez me joindre via WhatsApp. Voilà. Hein? Rejoignez-moi sur WhatsApp. Pourquoi je donne ces deux numéros? Parce que il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Pour toutes les personnes qui hésitent encore, c'est le moment de passer vos commandes. Je répète, pour toutes les personnes qui hésitent encore, c'est le moment de passer vos commandes. Parce que la santé est primordiale. Tu ne peux pas être malade et rester là, douter, douter, douter. Non, le doute là, hein, le prix du doute, c'est la mort. Ah tiens, je dis bien le prix du doute, c'est la mort ou bien c'est la fissure de ton foyer qui est là comme ça. Ah oui, tu es là, tu doutes, pendant ce temps tu sais que tu es malade, mais ah tiens, ton foyer va se gâcher. Ou bien tu vas mourir et puis c'est fini. Pourquoi je dis ça? Pour toutes les personnes qui ont problème de coco, c'est-à-dire hémorroïdes, les personnes hémorroïdaires. Et je vais vous rappeler les signes de l'hémorroïde. L'hémorroïde, lorsque tu as un problème d'hémorroïde, c'est quoi? Tu vas ressentir des démangeaisons au niveau de tes yeux, souvent. Souvent, tu vas voir ton ventre hein, qui fait des boulons, trucs qui gagouille. Ça fait brrr, brrr, ça boudonne dans ton ventre. Brrr, comme si
ils étaient en train de faire catch dans ton ventre, Atia. C'est comme si les John Cena se battaient au sein de ton ventre. Atia, ça c'est signe de coco, c'est un hémorroïde. Encore, tu vas voir au niveau de ton anus, souvent ça te gratte. Souvent quand tu vas, souvent tu es constipé. Je vous montre les signes, souvent tu es constipé. Souvent quand tu vas aux toilettes, quand ça sort, ton déchet sort là, ça vient sang. Quand tu vas aux toilettes et que tu vois que le sang quitte, hein, tu chies du sang là, il faut plus même tarder. Parce que là, si tu tardes, non seulement ça va t'affaiblir sexuellement parlant, tu ne vas plus être l'homme que tu étais. Tu vas être maintenant comme une famulette. Est-ce que vous me comprenez? Et par la suite, ça va te détruire. Ça va détruire ton anus. Ça va te manger l'anus. Donc, du coup, quand vous voyez tous ces, hein, tous ces mélanges-là, Atia, il ne faut pas hésiter à contacter l'incontournable bien qui a compris. Je te donne le médicament et ça te soigne clair. Donc, l'hémorroïde. Le coco, c'est ça qu'on appelle hémorroïde. Est-ce que vous comprenez? Pour les personnes qui ont de l'hernie, hernie interne, est-ce que vous comprenez? Ou externe. Je n'ai pas... Quand tu sais que tu as hernie, c'est-à-dire tes deux boules te font mal, tu sens que tu as mal, à tes deux boules souvent tu as mal et tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as l'hernie, souvent ça provoque, tu as mal au niveau de tes testicules, tu as eu une forte douleur qui est là-bas. Tu vois ça et puis tu ne dis rien. Mais ça peut te tuer. Hernie là, ça tue. Hein? Ah oui, oui, il y a des gens qui ne savent pas, ça tue. Souvent, ça te fait pas mal au niveau de tes boules, mais ça est dans ton ventre. Et ça te travaille là-bas. Le jour où ça provoque la montée de tes boules, vous n'avez jamais vu ça? C'est-à-dire tes boules qui se trouvent dans tes testicules. Là. Quand ça monte, ça rentre dans ton ventre, c'est la mort. Tu t'évanouis en même temps. Ah tiens, si on n'intervient pas le plus tôt possible, c'est la mort. C'est au cimetière directement. Donc, hernie là, ça tue. D'autres pensent que quand on dit hernie, c'est quand ça se gonfle et puis ça devient, on dirait, ballon de trucs comme maracana. Non, 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 non. Ça peut ne pas se gonfler. Tu peux ressentir de la douleur au niveau de tes testicules. Et tu es là, tu ressens la douleur. Souvent, quand tu as mal, tu n'arrives pas à bien marcher. Souvent, la douleur disparaît. Souvent même, ça n'envoie pas de douleur au niveau de tes testicules. La douleur s'applique au niveau de ton ventre. Mais le jour les deux boules montent dans ton ventre, ou bien une boule monte dans ton ventre, c'est fini. Il n'y a pas histoire de dire amenez-le chez truc. Non, non, non. C'est très rapide, ça va très vite. Et tu peux laisser ta vie dedans. C'est très important ce que je vous dis. Donc, s'il y a quelqu'un là qui se reconnaît là-dedans, ou bien madame, si tu sais que ton mari se reconnaît là-dedans, il ne faut même pas hésiter. J'ai donné 2 numéros au début de cette vidéo. Vous pouvez me contacter sur l'un de ces numéros. C'est très important. Il y a des femmes qui sont stériles. Elles n'arrivent plus à coucher. Elles vont chez le médecin. Le médecin dit non, tout va bien. Les analyses, tout est parfait. Mais il y a problème de trucs d'enfant. Ah tiens, il ne faut pas chercher loin. Viens chez l'incontournable bien compris. Il ne faut pas regarder l'argent. L'argent est bon, mais la santé avant tout. L'argent, oui, mais la santé avant tout. Si tu regardes l'argent, tu vas mourir, laisser l'argent et les asticots vont te bouffer dans ta tombe. Ah tiens, donc, je sais qu'un jour tu vas mourir, mais si tu ne veux pas mourir maintenant, là, c'est le moment de dépenser. Il faut dépenser pour que tu puisses rester en vie longtemps. Tu vas boire ta bière, champagne, tu as fait la fête, tu vas voir ta famille. C'est très important. Et donc, c'est le moment d'agir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont problème de thyroïde. Thyroïde, c'est au niveau, ça se passe au niveau du truc de la gorge. Voilà, si tu as ce problème de thyroïde, il ne faut pas hésiter à me contacter. Tu me contactes et tu m'envoies tes analyses médicales. Et par rapport à ça, parce que thyroïde, c'est une maladie qui est à part. C'est une maladie qui est très, très, très complexe. Donc, on ne peut pas donner un médicament à quelqu'un comme ça si on ne sait pas hein, de quelle thyroïde la personne souffre. Même si on connaît cette thyroïde, mais il y a plusieurs composants qui provoquent la thyroïde. Donc, il faut connaître le niveau de chaque composant qui provoque ta thyroïde. Et donc, dès lors que je connais, c'est par rapport à ça
Je vais faire ton médicament, je vais faire la composition de ton médicament pour te donner, pour soigner ta thyroïde. C'est très important. Voilà, donc c'est une maladie qui est très dangereuse, qui peut tuer vite. Ça peut provoquer le cancer au niveau de la gorge. Est-ce que vous comprenez? Voilà, le cancer au niveau de la gorge. Et souvent, les gens, ils proposent l'opération de la thyroïde. Quand ils opèrent, tu deviens gros. Tu gonfles, tu grossis, tu grossis. Et puis, à un moment donné, bon, tu vas passer tout ton temps à prendre des médicaments et ça te fait gonfler. Tu deviens, si tu étais maigre, tu vas devenir grosse ou bien gros. Maintenant, souvent, ça provoque la maigreur. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est normal, quand on t'opère, tu vas commencer à maigrir, maigrir, jusqu'à les gens qui vont te voir, ils vont constater que non, tu es devenu brindille de balai. Donc, c'est très, 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 très dangereux. Donc, pour cela, pour ceux qui ont ce problème, n'hésitez pas à me contacter. Contactez-moi et je fais le reste. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y a l'histoire de faiblesse sexuelle. Tu veux ma plan. Hein? Tu veux le pilonnade. Le pilonnage plutôt. Le pilonnage. Tu veux pilonner, ah tiens, tu as problème. Ça ne répond pas. Le mangement est devant toi. Madame dit, voilà moi, mange-moi. Fais ce que tu veux de moi, ah tiens. Elle te montre les deux bombes atomiques, ça y est, gna, c'est gna, gna, gna. Et puis elle dit, il faut me manger. Ah tiens, tu es là, tu vois la nourriture, le mangement. Le mangement est là, mais ah tiens, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Tu essaies de faire... tu fais tout, mais ça ne répond pas. Ou bien ça répond, une minute après, ouais, ça sommeille, ça dort. Ça dort. Ce n'est pas bien. Quand c'est comme ça, tu n'es plus un Wouditi. Tu deviens un Gyobala. Un Gyobala le dormeur. Et ce n'est pas bien. Madame sera obligée de te quitter pour aller se faire souffler un peu par le voisin qui va lui donner cette fraîcheur dynamique de minuit. Et c'est pas bon. Donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter à venir vers l'incontournable Yaya Djé complet tout terrain. Djé complet. Viens vers moi, je vais te donner tiens, la poudre magique qui règle tout. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Il y a bel et bien d'autres maladies, mais si on veut parler de tout, on ne peut pas quitter ici. Donc d'autres qui ont certaines préoccupations, dont je n'ai pas cité les noms des différentes maladies, n'hésitez pas à me contacter et on va faire le reste. Alors, donc nous allons rentrer dans le but du sujet. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Djé compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien. Docteur Modone. Appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit. El Padrino ou Camari de Zo. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra à Tia pour parler du Mali. Nous voilà. L'incontournable. Oh oui. Donc nous, donnez-moi mes étoiles en quitté ici. Ceux qui ont déjà donné les étoiles, que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone, quand vous allez finir de regarder la vidéo, réécoutez le début de la vidéo, j'ai donné 2 numéros de téléphone. Donc, à travers ces numéros, vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Voilà, donc voilà un peu. Alors, les attaques terroristes au Mali. Nous avons vu ces derniers temps des attaques qui se multiplient sur le Mali. Et parmi ces terroristes, il y a des commerçants, il y a toutes sortes de personnes. Mais ce qui est grave, c'est comme si les terroristes ont coordonné leurs opérations. Donc, c'est bizarre. Parce que ils ont attaqué plusieurs bases dans plusieurs villes différentes. Ça, est-ce qu'un terroriste qui n'est pas professionnel, quelqu'un qui n'est pas encadré, un villageois ne peut pas coordonner les opérations comme ça? C'est-à-dire, ils ont été mieux entraînés, mieux armés, et ils ont coordonné les opérations parfaitement. Ils ont attaqué au même moment. Et quand c'est comme ça, je ne pense plus que ça soit un acte terroriste. Peut-être c'est un acte de coup d'État. C'est un acte de coup d'État. Parce que les terroristes, ils n'agissent pas comme ça. Ils n'attaquent pas plusieurs fronts au même moment, à la même minute. Non. Ça, c'est des gens qui font les coups d'État, c'est des rebelles
qui agissent ainsi. Je dis bien des rebelles qui agissent ainsi. Donc au Mali, ce qui s'est passé dans ces derniers temps-là, moi l'incontournable bien compris, je dis ce n'est pas du terrorisme, c'est une rébellion, tentative de coup d'État qui a échoué. Est-ce que vous comprenez? C'est une tentative de coup d'État qui a échoué. Pourquoi ils ont attaqué plusieurs endroits à la même heure, au même moment, le même jour? C'est une manière de faire diversion. C'est une manière de déstabiliser les forces de défense et de sécurité maliennes. C'est-à-dire, ils voulaient éparpiller toutes les forces de défense et de sécurité, donc en attaquant plusieurs fronts en même temps. Les militaires maliens, ils n'allaient pas savoir lequel des fronts ils allaient partir défendre en fait. Donc ils allaient s'éparpiller partout. Et ça allait donner de l'opportunité à d'autres rebelles qui sont déjà dans la capitale de faire un soulèvement et déclencher aussi des hostilités. Et en ce moment-là, ça allait dépasser l'entendement de l'État malien. Objectif, abattre Assimi Goïta, l'éliminer physiquement parlant. C'était ça l'objectif. Mais les forces de défense et de sécurité maliennes ont été vraiment courageuses et ont posé un acte de bravoure en réussissant à maîtriser ces antagonistes, ces protagonistes, en réussissant à maîtriser ces rebelles avec la coopération du peuple d'ailleurs qui a participé à identifier ces voyous, ces mercenaires, ces terroristes, ces rebelles. Mais ils sont encore dans la nature et beaucoup sont encore au sein du Mali. Ce n'était pas eux ceux qui ont fait ce truc là, non, ça c'était diversion. Les vrais là, ils sont là-bas. Les vrais qui allaient faire le coup d'état là, ils n'ont pas eu le temps d'agir et puis les autres ont été maîtrisés. Donc ce n'est pas du terrorisme, c'est une rébellion. Et donc Assimi Goïta doit faire très attention à son armée. Il doit d'abord regarder au sein de son armée parce qu'il y a des collaborateurs dans son armée. Il ne pouvait pas agir s'il n'y avait pas des gens qui coopéraient avec ces bandits. Parce qu'en s'apprenant aux bases militaires, au même moment, dans plusieurs villes, ce n'est plus du terrorisme. C'est une rébellion qui a échoué. C'est une tentative de truc de coup d'État qui a échoué. Donc, je me demande, je fais le lien avec les mercenaires, les 49 mercenaires ivoiriens qui ont été arrêtés, qui se sont fait arrêter à Bamako. Et que l'État malien accuse, c'est-à-dire les 49 Ivoiriens, que l'État ivoirien accuse de mercenaires. Depuis leur arrestation, vous ne voyez pas que les attaques se multiplient? C'est bizarre. Je dis bien, depuis leur arrestation, là, les attaques se multiplient et c'est coordonné. Je me demande, est-ce que ce sont ces 49-là qui sont déjà au Mali? Peut-être il y a déjà d'autres mercenaires qui étaient déjà arrivés sur le sol malien. N'oubliez pas, vous Maliens, je tiens à vous rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Maliens qui ont la nationalité ivoirienne. D'autres ont double nationalité. La nationalité ivoiro-malienne. Qui parlent de la même manière vous parlez. Vous ne pouvez pas savoir si ces gens-là, ils ont nationalité ivoirienne ou pas. Est-ce que vous me comprenez même? Et ces gens-là, en Côte d'Ivoire là-bas, ces Maliens qui ont immigré, qui ont quitté le Mali, peut-être d'autres sont nés là-bas, peut-être d'autres sont arrivés là-bas, ça fait quand même quelques années, ou bien plusieurs années. Eux là, ils soutiennent Alassane. Est-ce que vous comprenez même? Ils soutiennent Alassane et les Boubou Cissé là, ils les soutiennent. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup parmi eux, ils avaient fait la rébellion de 2002 jusqu'à 2011. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup parmi eux, en tant qu'Ivoiriens, sont dans l'armée ivoirienne. Ils ont la nationalité ivoirienne. Ils ont le droit d'exercer en tant que fonctionnaires ivoiriens au sein de la République de Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup parmi eux sont militaires en Côte d'Ivoire. Beaucoup parmi eux ne sont pas militaires, mais ils avaient déjà pris des armes une fois
en Côte d'Ivoire face au régime de Gbagbo. Donc, ils savent manipuler les armes. Beaucoup parmi eux avaient déjà reçu une formation militaire. Lorsque les forces d'Alassane Ouattara et les forces de Laurent Gbagbo s'affrontaient, les rebelles étaient formés par les soldats de l'ONU, par la France et beaucoup de trucs de pays qui formaient les soldats, les rebelles qui étaient aux côtés d'Alassane Ouattara. Et donc ceux-là, ils ont déjà reçu une formation militaire, même s'ils étaient des civils auparavant. Donc, parmi eux, il y a beaucoup de Maliens qui ont soutenu Alassane Ouattara et qui sont prêts à mourir pour Alassane. Malgré qu'ils ont le sang malien et qu'aujourd'hui ils sont ivoiriens, mais ils sont prêts à mourir pour Alassane et ils sont prêts à détruire le Mali au nom d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous me comprenez, vous Maliens? Beaucoup de Maliens sont en Côte d'Ivoire, qui sont maintenant ivoiriens, qui sont prêts à détruire le Mali pour Alassane Ouattara. Donc, en allant sur cette base, je sais que les pro-Alassane Ouattara vont s'énerver, mais ce que je dis là, c'est une vérité absolue. Donc, si Alassane Ouattara veut déstabiliser le Mali, il ne va pas prendre les Ivoiriens, hein, les Bété, les Dida, les Gouro, les Agni, les Wobé, les trucs, les Baoulés, pour les amener là-bas. Parce qu'arrivé au Mali, les Maliens peuvent les identifier immédiatement. Ils vont dire, mais lui là, son djoula là, c'est pas trop clair. Il parle au djoula de trucs de Côte d'Ivoire. Oui, Malien Malien Tei, ni Abe Djoulaka, ni Amaï. Hein? Et puis, ils vont savoir que ce ne sont pas des vrais djoulas. Même si en Côte d'Ivoire, tout le monde parle la langue bambara. Mais, si Alassane Ouattara, il envoie des gens qui ne sont pas du nord, il envoie des gens des autres régions et tout, vous Maliens, vous allez les identifier le plus tôt possible. Vous allez reconnaître, parce qu'on se connaît hein, en Afrique. Quand quelqu'un parle, tu sais que, bon, quelque chose, tu sais qu'il vient de tel pays. Donc, à travers l'intonation, parce que nous, Ivoiriens, on a notre manière de parler. Donc, quand un Ivoirien parle, tu sais que c'est un Ivoirien. Donc, les Maliens qui ont la nationalité ivoirienne, qui ont reçu des formations militaires, c'est ceux-là, Alassane Ouattara va envoyer au Mali, avec leur identité malienne. Donc, arrivés au Mali, ils seront considérés comme des Maliens. Ils ont les familles là-bas. Donc, vous les Maliens là, vous ne pouvez pas les identifier en tant que des mercenaires qui sont là-bas au nom d'un autre État voisin pour venir détruire le Mali. Donc, vous aurez du mal parce que vous avez la même voix, vous avez la même manière de vous exprimer. Vous avez même coutume bambara là, que vous parlez au Mali là. Eux, ils savent aussi parler ça. Puisqu'ils ont grandi au Mali, ils ont vécu au Mali, c'est plus tard ils ont quitté le Mali. Donc, ils savent, ils parlent comme des Maliens. Mais malheureusement, leur pensée là, ce n'est plus comme pour vous. Parce que on leur a inculqué une autre vision. Et donc, eux, ils seront au Mali là-bas pour vous détruire, pour détruire l'État malien. Le but de ma vidéo, c'est de faire comprendre aux Maliens qu'il y a beaucoup d'infiltrés dans leur pays. Beaucoup d'infiltrés dans leur pays. Et qu'ils n'ont qu'à faire très attention. Et que les infiltrés qui sont là-bas, là, s'ils veulent les identifier, faut pas, ils vont les chercher en tant que des nationalités étrangères. Non, ce sont des Maliens, peut-être qui ont eu d'autres nationalités, mais qu'ils ont renvoyés dans leur pays pour accomplir une mission critique. Après cette mission, ils vont revenir. Et donc, ce sont ces Maliens-là qui sont là-bas, qui sont en train d'opérer avec la complicité de d'autres Maliens qui vivent sur le territoire malien. Est-ce que vous comprenez? Parce que la France n'a pas lâché le fer. Elle n'a pas accepté le fait que le gouvernement malien demande à la France d'enlever ses bases militaires au Mali. Chasse son ambassadeur pour la première fois. Un pays africain ose chasser un ambassadeur français. Ils n'ont pas cautionné ça. Donc, aux yeux du monde entier, c'est une humiliation pour la France. Et donc, le Mali doit payer le prix. Aux yeux d'Alassane Ouattara, Assimi Goïta lui a manqué de respect. Parce que comment se fait-il que Assimi Goïta tient tête à Alassane Ouattara? Et comment se fait-il que Assimi Goïta ose arrêter 49 Ivoiriens et les traiter de mercenaires pour Alassane Ouattara? C'est inadmissible. Et donc Goïta doit payer ça. Donc en allant sur cette base, vous devez comprendre automatiquement parlant que la France et la Côte d'Ivoire sont en œuvre. Même si la Côte d'Ivoire est mon pays.
Que vous le voulez ou pas, c'est un fait. Alassane ne va pas lâcher l'affaire. Au début, il a menacé, non? Au début, il a fait quoi? Est-ce que le gouvernement ivoirien n'avait pas menacé pour dire que le gouvernement, ils n'ont pas dit que le gouvernement malien doit immédiatement relâcher les 49 ivoiriens qui ont été arrêtés. Et beaucoup ont fait des vidéos pour dire, mais il n'est pas question de menace. Il faut négocier. Mais suite à ces menaces-là, qu'est-ce qui a suivi? N'est-ce pas les attaques coordonnées au sein du Mali? N'est-ce pas les bases militaires maliennes qui sont attaquées de toutes parts, dans toutes les villes maliennes en même temps? Donc, les menaces qui venaient de la part du gouvernement ivoirien, qui disait que le gouvernement malien devrait relâcher les 49 Ivoiriens militaires arrêtés à l'aéroport immédiatement, et que le gouvernement malien n'a pas relâché ces 49 Ivoiriens arrêtés à l'aéroport, voici les conséquences qui s'en suivent. Donc les attaques ont des liens directs avec la menace qui venait d'Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Donc la mise en garde du gouvernement ivoirien a un lien direct avec les attaques qui se sont déroulées. C'est un test qu'ils ont fait sur le gouvernement malien pour voir la solidité et la réaction des forces de défense et de sécurité maliennes. Pour voir est-ce que les forces de défense et de sécurité maliennes répondent vite ou est-ce qu'ils cherchent leur point faible en fait. Donc ils ont testé pour voir la défense malienne. Au cas où demain, peut-être un autre jour, ils vont lancer une grande offensive de grande envergure sur Bamako pour voir et tout. Donc il faut tester d'abord les défenses. Donc ils ont testé plusieurs villes en même temps pour voir laquelle des villes est faible, par où ils peuvent passer pour créer une rébellion au sein du Mali immédiatement et renverser Assimi Goïta. Donc l'attaque de ces plusieurs villes, non, ça n'a rien à voir de terrorisme. C'est une question de trucs, des assaillants qui ont tenté pour pouvoir tester les différentes défenses. Ils n'étaient pas partis pour se faire tuer. Ils étaient partis pour tester les différentes villes et les différentes défenses de chaque ville. Et après ça, ils allaient faire le point pour dire, bon, à partir de telle ville-là, on peut frapper pour arriver sur Bamako. Parce que ici, voilà, la sécurité n'est pas trop renforcée. On a tenté là-bas c'est trop fort. Donc, en frappant de ce côté-là, on peut réussir à faire le coup qu'on veut faire. Mais moi, en même temps, j'aimerais dire au gouvernement ivoirien et à l'État du Côte d'Ivoire de faire très attention. Parce que le Mali vient d'arrêter 49 Ivoiriens. On leur reproche d'être mercenaires. Et les jours qui suivent, il y a des attaques. Est-ce que si jamais le gouvernement ivoirien a des liens avec ce qui s'est passé, est-ce que le gouvernement ivoirien ne met pas en danger ces 49 Ivoiriens? Est-ce que ce n'est pas un sacrifice que le gouvernement ivoirien est en train de faire à travers ces 49 Ivoiriens? Je me pose des questions. Parce que ce qui se passe au Mali, les grandes puissances ont un lien. Même si le gouvernement ivoirien n'a pas de lien avec ça, mais Alassane Ouattara, ce sont ses amis qui sont les Européens. Ce sont ses amis, l'Élysée et tout. Toutes les chancelleries européennes ont des liens forts avec Alassane Ouattara. Il devrait leur faire comprendre que ce n'est pas le moment de pousser ces gens-là à attaquer le Mali. Car la Côte d'Ivoire a ses militaires qui sont là-bas. Et qu'il fallait entamer la diplomatie pour les libérer d'abord avant de faire ce genre de choses. Mais si Alassane Ouattara était un grand président, il devrait parler à ses amis occidentaux pour dire, mais ce n'est pas le moment d'attaquer le Mali, ce n'est pas le moment de demander à ces gens-là d'agir, car les soldats ivoiriens sont là-bas. Et donc nous, en Côte d'Ivoire, on est en train de chercher des négociateurs pour les envoyer là-bas, pour négocier avec l'État ivoirien, l'État malien, afin de libérer les Ivoiriens. Une fois les Ivoiriens libres, vous pouvez maintenant instrumentaliser vos éléments sur le terrain pour agir. Mais pour le moment, si vous agissez, alors les Ivoiriens qui ont été arrêtés n'auront pas la chance d'être libérés. Et donc, je pense que c'est une erreur capitale. Et je n'exclus pas
que l'État ivoirien ne soit impliqué là-dedans? Je pense que l'État ivoirien est impliqué dans cette histoire. Oui, je dis la Côte d'Ivoire est impliquée dans cette histoire. Voilà pourquoi dans la vie, on ne menace pas parce qu'il faut menacer. Ils ont arrêté tes militaires. Il ne faut pas menacer, mais tu menaces. Et suite à ça, il y a des hostilités qui se passent dans le pays. Il y a des gens qui meurent. Il y a des attaques simultanées. Avant, c'était à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Mali. Il y a eu des attaques là-bas. Maintenant, c'est dans plusieurs villes maliennes, il y a des attaques. C'est bizarre, non? Depuis l'arrestation des soldats ivoiriens, les attaques se multiplient au Mali. Même s'il y avait des attaques auparavant, mais ce n'était pas comme ça. Mais là, c'est bien coordonné. C'est comme si c'était des gens qui sont professionnels, des gens qui ont été instruits, à qui ils ont donné des ordres de faire tant. Ce ne sont pas des trucs, des paysans ou des terroristes qui sont dans le désert. Non, non, non. Ceux-là, c'est des gens qui sont structurés, à qui ils ont donné des consignes. Des gens, hein, c'est-à-dire, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles et ils ont des représentants au sein de l'armée malienne. Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'Assimi Goïta, sa garde rapprochée là, il n'a qu'à mettre les étrangers. Faut pas, il va mettre malien. Je n'additionne pas, même s'il est patriote. Mais là où ça arrivé, là, avec Black never garanti. Quand je dis Black never garanti, le noir n'est pas garanti. Le noir, il n'est pas garanti. Donc Black never garanti. Comme je dis Black never garanti, ce qui veut dire que le noir, on peut tout de suite le corrompre. Et il est comme ça. Le noir, on peut le corrompre. Et quand ça arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de trucs d'argent qui circulent. Mais imaginons un militaire malien qui a un salaire de, je ne sais pas, 200 000 francs CFA par mois. Imaginons qu'il est proche d'Assimi Goïta. Pendant qu'il est à la maison, on le contacte pour lui dire, bon, écoute, regarde sur ton compte bancaire, on a créé un compte bancaire privé pour toi. Voici, on a viré au moins 1 milliard de francs CFA, ou bien il y a 5 milliards de francs CFA. Élimine-nous, Assimi Goïta, quand tu es là, il faut tout faire pour l'éliminer. Et puis les 5 milliards de francs CFA sont à toi. Mais ce dernier qui touche 200 000 francs CFA, il sait que durant toute sa carrière, il ne va jamais toucher 1 milliard dans son compte bancaire. Il regarde maintenant 1 milliard, il regarde 5 milliards. Il regarde Assimi Goïta, il dit, ah tiens, on est mort. Et puis on lui propose, on dit, bon, si tu réussis, on va t'infiltrer pour t'envoyer aux États-Unis ou bien en Europe, on te donne pas de séjour, il y a déjà maison et tout. Tu vas dormir, ne t'inquiète pas, et puis l'argent là, c'est pour toi. Ils voient ça. Ils vont lui dire, bon, écoute, ta famille et tout, tu peux déjà faire voyager ta famille, et le reste, tu t'en occupes, nous, on va te sauver. Dès que tu fais l'opération, tu fuis, tu rentres dans telle ambassade, de là, on va te prendre pour te faire sortir du pays. Vous comprenez déjà que l'esprit de corruption va commencer à ronger ce dernier. Il va chercher des voies et moyens pour abattre son ami qui est Assimi, ou bien pour abattre le président qui est l'espoir des Maliens, mais d'une grande partie de la population africaine. Il va exécuter ça à cause d'argent. Et les Noirs ont toujours fonctionné ainsi. Donc Assimi Goïta devrait faire très attention. Il devrait faire très attention sur ce point-là. Il ne doit pas laisser même les Maliens qui sont dans l'armée rôder autour de lui. Parce que vous avez vu Dadis Camara en Guinée. Ça a été le cas. C'est-à-dire ce sont ces gardes rapprochés. Ils ont corrompu un. Et ils lui ont dit, mais il faut mettre une balle dans la tête de Dadis Camara. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez même? C'est l'un de ces gardes rapprochés-là à qui ils ont corrompu pour exécuter Dadis Camara. Heureusement qu'il n'est pas mort. Il n'était pas mort. Il était obligé de quitter le pouvoir parce qu'il avait perdu connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, c'est ceux qui sont proches d'Assimi Goïta, dites-lui de faire très attention à les Maliens. Même si parmi eux, il y a des gens qui sont 100% déterminés, ils sont des patriotes maliens et des patriotes militaires, mais il n'a qu'à faire quand même attention. Patriote peut devenir dangereux. Lorsqu'il verra l'argent, son esprit de corruption et de traîtrise noire peut renaître en lui.
je dis bien, qu'il soit patriote, qu'il soit panafricain, lorsqu'il verra l'argent, ses yeux vont commencer à briller et d'autres idées sataniques peuvent venir l'habiter et commettre l'irréparable. N'oubliez pas Blaise Compaoré et Thomas Sankara, les deux étaient militaires. Ah tiens, les deux étaient militaires. Ils étaient proches. Blaise Compaoré même était proche de Thomas Sankara, garde rapproché. Ils n'ont pas hésité à passer par lui. Les deux ont mené même le même combat. Mais à un moment donné, quand l'argent a pris le dessus, il était obligé de trahir pour exécuter son ami. N'oubliez pas, Mobutu Sissoko avec Lumumba, les deux étaient ensemble. Ils étaient comme ça. Ils ont lutté ensemble. À un moment donné, un a été corrompu. Mobutu a été corrompu pour exécuter Lumumba. En complicité avec les Belges, s'il vous plaît. Et il y a tant d'exemples en Afrique que je ne saurais pas tout citer. Donc Assimi Goïta devrait faire très attention. Vous les Maliens, faites très attention. Le Mali est infiltré jusqu'au truc à la moelle épinière. Les soldats maliens qui sont là-bas, qui se jouent les durs, parmi eux, il y a des traîtres. Est-ce que vous comprenez? Parmi eux, là, d'autres ont déjà un calendrier bien suivi. Leur objectif, abattre Assimi Goïta. Mais peut-être qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion. Ils n'ont pas encore eu l'occasion, ou bien ils attendent à ce qu'il y ait un soulèvement, ou bien une rébellion au sein de Bamako pour qu'eux aussi puissent rentrer en action. Pour prendre position, pour dire, bon, nous on ne soutient pas Assimi Goïta, on prend position. C'est là que vous allez découvrir les traîtres. Ils sont nombreux là-bas. Faites très attention. Est-ce que vous comprenez? Si j'étais Assimi Goïta, j'allais permettre aux Russes de créer une base militaire non loin du palais présidentiel. Je dis bien non loin du palais présidentiel à Tia. 2 bases militaires à côté de l'aéroport international de Bamako. Et non loin de du palais présidentiel. Au cas où il y a une rébellion au sein de l'armée malienne qui aimerait descendre dans le palais présidentiel pour enlever le président, pour que les soldats russes qui ne sont pas loin du palais présidentiel puissent prendre position pour protéger le président. Pour dire on ne peut pas laisser un microbe rentrer ici pour déloger le président. Ça aussi c'est une bonne vision. Il faudrait qu'il y ait une grande base militaire non loin du palais présidentiel et de l'aéroport international de Bamako. C'est la seule solution pour empêcher les infiltrés européens et certains Africains à réussir à aller exécuter le président dans son domicile ou bien dans son palais. C'est très important. D'autres vont dire, mais non, c'est pas normal. Oui, c'est normal. Il faut prendre des initiatives. Sinon, si Assimi Goïta, il s'amuse, ils vont la battre pour rien. Ils vont la battre pour rien et puis c'est fini. Tout ce qu'il a fait là, ils vont mettre quelqu'un qui est corrompu et c'est comme si les Maliens n'avaient rien fait. Ils vont repartir encore en arrière, des milliers d'années en arrière. Donc, c'est le moment. Vous, Maliens, oh, on est patriotes, oui. Mais parmi les patriotes, il y a des traites. Donc, malgré tout ce que vous faites, malgré votre soutien, sachez bel et bien que parmi vous, là, beaucoup sont des traites. Même les opposants, beaucoup sont corrompus. Militaires ou corrompus. Opposants ou corrompus. Même les citoyens civils, beaucoup sont corrompus. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux-là, ils recrutent pour devenir des trucs, des terroristes, des rebelles, des assaillants. Et donc, pour protéger votre Assimi, là, il faudrait que la Russie crée une base militaire non loin du palais présidentiel et non loin de l'aéroport pour avoir un regard, un œil sur ça. Au cas où il y a des hostilités, en même temps des coups de fusil, mais les soldats russes se dépêchent rapidement pour barrer l'entrée du palais présidentiel, pour faire un barrage à tout obstacle envers le président de la République, pour bloquer s'il y a quelqu'un qui aimerait descendre vers le palais présidentiel pour les stopper en même temps et éviter que le président ne soit arrêté ou abattu. C'est très important. Mais si eux, ils sont dans une autre ville du Mali, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Bamako est là, vous leur donnez une ville malienne où ils font leur base militaire pour lutter contre le terrorisme. Et maintenant, si Bamako est gâté,
D'ici, ils vont prendre avion pour venir sur Bamako pour aider le président. Mais ceux qui sont venus ici, ils ont été rapides, mais c'est fini pour le président. Ils n'auront pas le temps d'aider le président. C'est très important. Donc, on fait très attention. Faites très attention. Donc, on laisse tout ceci. Le monde évolue. Le monde se retrace. Quelle est la place de l'Afrique? Moi, c'est ce qui me fait mal en fait. On dit le nouvel ordre mondial se met en place. Des alliances secrètes. Mais l'Afrique ne bouge pas ses fesses. L'Afrique ne bouge pas ses fesses. L'Afrique ne fout rien. L'Afrique ne fait rien. Mais à un moment donné, réveillons-nous. J'aimerais rappeler aux Africains que l'ancien monde dans lequel on était, l'Afrique a toujours coopéré avec un clan. Et ça a été toujours le clan occidental. Depuis que l'Afrique est l'Afrique, on a toujours coopéré avec un clan. Je ne parle pas d'avant où il y avait l'esclavage et tout ça là. Non, ce temps est passé, ce temps est révolu. L'esclavage, la traite négrière, la colonisation, je ne parle pas de tout ça. Je parle d'après la guerre, la première guerre, la deuxième guerre. L'Afrique a toujours coopéré avec un seul clan, le clan occidental. Mais durant toutes ces années, qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Qu'est-ce que l'Afrique est devenue? Si ce n'est que guerre, désolation, famine. Hein? Mener la vie de débauche. Chômage, c'est ce que la jeunesse africaine a connu. Les autres puissances, c'est-à-dire le clan occidental, empêchaient les Africains de coopérer avec les autres puissances du monde. Il fallait coopérer avec eux. Si tu ne voulais pas, il y a un coup d'État, tu ne veux pas, soit on te tue, il y a un coup d'État, ou soit embargo. Maintenant que le monde nouveau nous donne des opportunités, nous Africains, on n'a pas dit de rompre avec le clan occidental. Ce n'est pas ça notre vision. Ce n'est pas ce qu'on veut. Mais dans la vie, on ne sait jamais. Je dis bien dans la vie, on ne sait jamais. Il faut coopérer avec tout le monde. Tous ceux qui ont des projets, qui viennent proposer quelque chose au bien, truc à l'Afrique, qui peut faire évoluer l'Afrique. Il faut coopérer avec toutes ces personnes. Il faut coopérer avec tous ces pays-là. Il ne faut pas choisir un clan pour dire non, c'est le clan occidental. Nous, on coopère toujours. Non, on a coopéré avec le clan occidental depuis les années 1900. Toé, on n'a rien gagné. L'Afrique n'a pas évolué. Et donc, pour que le clan occidental bouge aussi ses fesses sur le plan africain, il faudrait qu'il y ait la concurrence. Si les Africains n'ont pas compris cela, l'Afrique ne va jamais évoluer. C'est-à-dire, l'Occident n'avait rien à foutre de l'Afrique. Eux, là, l'Afrique était leur jardin. L'Afrique était leur grenier. L'Afrique était tout pour eux. C'est-à-dire, c'est là-bas, ils partaient, ils prenaient tout ce qui leur manquait en Occident ici. Ils prenaient, que ce soit la main d'œuvre, qualifiée ou non qualifiée. Ils prenaient ça en Afrique. Que ce soit les ressources minières, halieutiques, ou bien les ressources forestières, tout, à tout cas, tout ce qu'on pouvait trouver, les ressources, les matières premières, tout. Ils prenaient ça en Afrique et ils venaient en Occident. Que ce soit Occident, Amérique, c'est tout ça qu'on appelle Occident. Et ils enrichissaient ici. Le développement de ça, ils n'avaient rien à foutre. Ce n'était pas ça leur problème. Parce qu'il n'y avait pas de concurrence. C'était leur chasse gardée. Personne ne pouvait les emmerder là-bas. Donc, ils faisaient faire n'importe quoi. C'était leur foutu en Afrique. Maintenant que le monde a évolué, maintenant qu'il y a plusieurs pôles d'attraction, maintenant qu'il y a plusieurs puissances naissantes, il y a plusieurs puissances qui s'affirment, qui ne veulent plus se soumettre au dictat occidental, qui ne veulent plus se laisser faire, alors l'Africain aussi doit aussi se réveiller. L'Africain aussi doit tisser des liens avec toutes ces puissances du monde qu'ils veulent coopérer avec l'Afrique. Lorsque l'Occident verra ça, et que l'Occident verra que non, maintenant ce n'est plus l'Afrique ancienne, où ils pouvaient partir faire n'importe quoi, n'importe comment, sans proposer de projets concrets de développement de l'Afrique, sans proposer rien, sans rien proposer. Et puis ils faisaient n'importe comment. En ce moment-là, ils vont se remettre en question et ils vont réévaluer leur politique. Ils vont dire, si on fait encore la politique ancienne en Afrique, on risque de perdre totalement l'Afrique. Donc, si c'est le cas, mettons une autre politique sur pied.
vous allez les voir. Ils vont revoir leur politique. Ils vont remettre leur politique sur la bonne voie. Une politique où il aura gagnant-gagnant sans influencer nos chefs d'État. Sans les intimider, sans les menacer. Parce qu'ils savent que s'ils jouent au con, il y a d'autres puissances, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Russie, et puis l'Inde. Tous ces pays-là vont venir proposer un bon marché, et puis eux, ils vont perdre. Donc, du coup, pour ne pas perdre leur marché, ils seront obligés de revoir leur marché. Les anciens accords qu'on avait signés, ils vont revoir ça, ils vont dire, bon, écoutez, nous, on ne veut pas perdre ces marchés, on ne veut pas que vous nous chassiez dans vos pays. Bon, écoutez, on va renégocier les différents accords. Ils seront obligés de renégocier les différents accords. Mais si nous, Africains, on est là, on dort comme des moumoués, on dort comme des malocos, les dormeurs. Mais écoutez, ils ne vont jamais essayer de renégocier quoi que ce soit. Ils vont maintenir les anciens contrats et on sera toujours là. On ne va rien gagner. Ils vont piller nos ressources. Ils vont tout piller et on ne peut rien faire. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir un seul système bancaire au monde. Il faut plusieurs sortes de systèmes bancaires. Le système bancaire SWIFT fait que les Africains ne peuvent rien faire parce qu'on les menace. Si tu fais truc, on va te couper du système bancaire SWIFT. Et comme nous, Africains, on n'a pas la capacité de créer d'autres systèmes bancaires, on est là, on se soumet à eux. Parce qu'on se dit, bon, s'ils coupent ça, on ne peut plus faire du commerce entre nous. Mais il y a maintenant d'autres systèmes bancaires. Il y a la monnaie numérique. Pourquoi les pays africains ne créent pas, ils ne font pas coalition pour créer leur bitcoin, leur truc comme monnaie numérique? C'est-à-dire la monnaie numérique, on n'a pas besoin de passer par le système SWIFT. Ce n'est pas contrôlé. Donc entre pays africains, pour le développement, il faut créer une monnaie numérique. Mais l'Union africaine existe pourquoi? Donc les pays de l'Union africaine peuvent se mettre d'accord pour créer une monnaie numérique en dehors du franc CFA. Est-ce que vous comprenez? Comment vous avez peur de quitter le franc CFA? Comme vous avez peur que la France ne fasse quoi que ce soit sur vous au nom du franc CFA. Mais vous pouvez contourner le franc CFA en créant une monnaie numérique, c'est-à-dire les pays membres de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine, vous créez une monnaie numérique. Et cette monnaie numérique va vous permettre de faire du commerce avec d'autres puissances tout en écartant le franc CFA. C'est-à-dire, si le franc CFA, avant de faire des achats, il faut passer par Paris, forcément. Mais avec la monnaie numérique, vous n'avez plus besoin de passer par la France. Vous allez faire l'achat directement avec le pays concerné. Parce que suite à ça, suite à la création de cette monnaie, vous allez mettre une diplomatie sur pied pour que votre monnaie numérique soit reconnue, même par l'Occident et par d'autres. Et c'est vous-même qui allez contrôler votre propre monnaie numérique. Ça va être comme le Bitcoin et les Africains, les jeunes Africains, ils vont payer cette monnaie numérique. Donc ça va être la monnaie numérique africaine. Ce qui va permettre aux Africains de concurrencer les autres monnaies numériques. Et donc du coup, l'Afrique va se numériser, économiquement parlant. Et donc même si il arrivait qu'un pays ne voulait plus respecter, un pays africain d'ailleurs ne voulait plus respecter le dictat de la France qui dit bon embargo. Mais ce pays africain peut contourner l'embargo avec la monnaie numérique africaine, peut toujours commercer avec les autres pays du monde en utilisant cette monnaie numérique africaine. Donc leur embargo n'allait plus porter quoi que ce soit, n'allait plus donner d'effet. Mais le monde entier, si la Centrafrique a pu créer sa monnaie numérique, ce ne sont pas les pays africains qui vont faire coalition qui ne pourront pas créer. Il y a des économistes, il y a des techniciens, il y a des gens, des cerveaux capables de créer. Dans ça encore, l'Afrique en retard. En pas de monnaie numérique, l'Afrique est incapable de créer sa propre monnaie numérique. Même le Nigeria a créé sa monnaie numérique. La Centrafrique a créé. Côte d'Ivoire qui est Côte d'Ivoire, personne ne peut créer. C'est-à-dire, je ne comprends pas les pays francophones. Oh putain, ça fait mal, hein. Mais les pays, vous pouvez. Si le Nigeria et puis Centrafrique, qui est Centrafrique, a pu créer monnaie numérique, tous les pays là du monde créent leur monnaie numérique. Hein. Ah oui. Les Chinois créent leur monnaie numérique. Les Russes créent leur monnaie numérique. Hein? Les Indiens créent. Même les Occidentaux ici,
Les gens ont créé des monnaies numériques. Pourquoi? Même aux États-Unis, ils disent que c'est des particuliers, mais non, ce sont des banquiers, c'est des grands. C'est-à-dire ceux qui contrôlent le monde, c'est eux qui sont à la base de trucs, des bitcoins et tout. Les Japonais, ils créent leur monnaie numérique en Afrique. On ne peut même pas encore le faire. On est là. C'est encore la France qui va créer monnaie numérique pour imposer ça aux Africains, pour dire, bon, ça c'est la monnaie numérique que les Africains vont utiliser. C'est moi Paris qui contrôle. Et c'est là maintenant, il faut utiliser la monnaie numérique que la France a créée. Et tous les pays africains vont aller là-bas. Wow. Pourtant, c'est une opportunité. Avant, il n'y avait pas ça. Le monde grandit, le monde est vaste. Maintenant, là, les Africains peuvent créer leur monnaie numérique pour contourner n'importe quelle sanction que l'Occident va prétendre mettre sur un pays africain. S'ils disent, bon, avec un truc, n'utilisez plus le système SWIFT, on dit, bon, mangez votre système SWIFT, nous on utilise le truc, la monnaie numérique, et puis voilà, c'est tout. Et les différents gouvernements africains vont tout faire pour que tous les citoyens africains qui vont faire partie de ce bloc puissent avoir accès à cette monnaie numérique. Et chacun peut faire son business en ligne avec cette monnaie, se développer, numériser l'Afrique et permettre à l'Afrique d'être dans la nouvelle technologie, traiter avec n'importe quel pays du monde sans aucun embargo occidental. Maintenant, l'Afrique, ça me fait mal quand même. Hein. Et après, on va se plaindre pour dire non, c'est la France qui empêche La France n'a pas empêché les Africains de se développer. Ce sont les Africains eux-mêmes qui refusent de se développer. Les Africains, ils sont inconscients. C'est eux-mêmes qui refusent de se développer. La France ne peut pas empêcher un pays africain de se développer. Quand un pays est déterminé à faire quelque chose, le pays va réussir à le faire. Est-ce que nous, Africains, nous sommes les seuls à être combattus dans ce monde? Et il y a plusieurs peuples qui sont combattus. Mais pourquoi les autres évoluent et puis nous, on refuse d'évoluer? Et toujours, on est là dans l'accusatoire. Non, c'est la France, c'est la France. Donc, la France seule a les regards partout, empêche toute l'Afrique de se développer. Arrêtez quand même vos conneries là. En Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. Est-ce que les Sud-Africains ne sont pas sortis là-dedans? Ils n'ont pas développé leur pays. Vous ne les voyez pas? Mais ils sont parmi les pays émergents. Est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas connu l'esclavage aussi? Mais l'Afrique du Sud a connu aussi l'esclavage. Ou bien c'est l'Afrique de l'Ouest seulement qui a connu l'esclavage en Afrique. Mais non, c'est toute l'Afrique qui a connu l'esclavage. La traite négrière. Et même leur dernier truc, c'était l'apartheid. Pendant que les autres pays avaient des présidents, il n'y avait pas d'apartheid. En Afrique du Sud, il y avait ça. Mais malgré cela, ils sont sortis de là. Ils sont émergents. Ils sont parmi les grands pays. Partout où les grands pays se représentent, l'Afrique du Sud va aussi là-bas. C'est parce que les Sud-Africains veulent se développer. C'est parce que les Sud-Africains sont déterminés à être aussi au sommet. Et nous, on fait quoi? Est-ce que nous sommes les seuls à avoir connu l'esclavage, la traite négrière, la colonisation? Non. Je tiens à vous dire que les Européens, eux-mêmes aussi, là, ils ont connu l'esclavage. Ils ont connu aussi la colonisation. Vous ne le savez pas. Les Arabes avaient colonisé l'Europe. Ils avaient aussi vendu des Européens. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Auparavant, là, et c'est ce que les Arabes leur avaient fait, c'est ce qu'ils sont venus nous faire en Afrique. De la manière, le système allemand, le système monétaire allemand que l'Allemagne avait imposé à la France, c'est ce que la France nous a imposé. Donc, c'est que les Arabes avaient fait aux Occidentaux. Quand ils se sont libérés là, c'est ce qu'ils sont allés faire aussi en Afrique, aux Africains. Donc, avant de faire quoi que ce soit, lisez l'histoire. Rappelez-vous que les Africains ne sont pas les seuls à avoir connu l'esclavage, la colonisation. L'Espagne, qui est l'Espagne là, c'était pas des Espagnols, c'était des trucs, des musulmans qui étaient là-bas. C'était des Arabes qui étaient en Espagne. Tellement ils avaient pris beaucoup d'Européens pour les vendre dans les pays du Moyen-Orient. Ils les ont vendus, ils les ont amenés même vers l'Australie, les trucs comme ça. Ils ont fait aussi la traite. Vous ne le savez pas. Les Australiens, là, ils se sont retrouvés là-bas comment? Les Nouvelles-Zélandais, là, ils se sont retrouvés là-bas comment?
Et bel et bien d'autres îles. Ils se sont retrouvés là-bas comment? Vous ne le savez pas. Ils ont été aussi vendus. Et d'autres Européens sont partis là-bas volontairement. Beaucoup ont été vendus. Ils les ont amenés là-bas. Sinon, les gens qui vivaient en Nouvelle-Zélande, en Australie et tout, ils n'étaient pas comme ça. Ceux qui sont là-bas, ce sont les Occidentaux. Mais comment ils se sont retrouvés? Mais les Arabes les ont vendus aussi. Les Africains aussi, on les a vendus là-bas. Ils ont envoyé aussi les Africains là-bas. Les mêmes Arabes là, ils ont vendu aussi les Africains là-bas. Vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis. Donc l'esclavage, l'Europe a connu l'esclavage, la colonisation. Et la plus grande mosquée du temps ancien se trouvait en Espagne. Est-ce que vous le savez? Qui avait 365 fenêtres. Une mosquée qui avait 365 fenêtres. Comme les 365 jours de l'année. Voilà, vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Mais à un moment donné, les Européens se sont révoltés, ils ont chassé tous les Arabes. Beaucoup sont partis en Afrique du Nord, d'autres en Malte. Malte, que vous voyez, Malte. Mais ce sont des Arabes, une partie des Arabes qui sont là-bas. Qui sont aujourd'hui devenus autre chose. Ce n'est plus un pays arabe, mais ce sont ces Arabes-là qui avaient été chassés en Europe, là, qui sont partis s'installer dans ces différents pays. En Sicile, en Italie, il y a beaucoup d'Arabes là-bas qui sont partis s'installer. Mais en allant s'installer là-bas, il y avait quelques peuples là-bas. Et ils leur ont dit, avant de rester ici, vous vous convertissez au christianisme. Sinon, vous partez. Donc, beaucoup qui ont voulu rester là-bas, ils se sont convertis au christianisme. Ceux qui ne voulaient pas, ils se sont installés sur les côtes au nord de l'Afrique, c'est-à-dire les pays arabes qui sont là-bas, pour pratiquer toujours leur religion islamique. Et d'autres sont partis vers le Moyen-Orient, comme Yémen et consorts. Voilà pourquoi les gens du Yémen, vous les voyez, ils ont couleur de peau bizarre. Là. Ils ne sont pas comme les Saoudiens. Ils ne sont pas comme les autres Arabes. Je n'ai pas envie de rentrer dans l'historique des faits, sinon on avait parlé de l'histoire. Je prends même l'Iran, qui est sous embargo. Les Européens, les Américains combattent les Iraniens. Même ils ont poussé Saddam Hussein à déclencher une guerre pour détruire l'Iran. Malgré tout ça, là, les Iraniens ont évolué, non? Dans la science. Israël, Amérique, toute l'Europe, ils sont contre l'Iran. Nous, en Afrique, c'est pas comme ça. Hein. C'est la France seule qui combat hein, toute l'Afrique hein, avec les Américains. Mais les Iraniens, là, ils sont combattus par toute l'Europe, par l'Amérique et Israël, ainsi que les pays voisins arabes sont contre eux. Est-ce que vous comprenez même? Eux là, ils sont beaucoup combattus. Embargo qui est sur eux là, on n'en parle pas. Embargo qui est sur eux là, on n'en parle pas. Souvent on tue leurs trucs, leurs scientifiques. Mais malgré cela, les Iraniens se développent. Pourquoi nous en Afrique on ne peut pas se développer? Pourquoi on est là accusé tout le temps? C'est parce qu'on ne veut pas évoluer. On ne veut pas évoluer. C'est tout. Donc à un moment donné, arrêtons d'accuser. Voilà le nouvel ordre mondial qui vient. Tous les pays bougent. Chaque pays cherche à se positionner. Les Africains ne bougent pas. Ils sont là. Ils font rien du tout. Ils attendent à ce que tout soit cuit. Ils vont manger. Ils vont leur servir pour manger. Mais si tout est cuit, mais pour manger là, ils vont nous donner des déchets. Et on va toujours rester là. C'est à nous de nous préparer, à nous positionner. Pour que demain, on puisse être fort. Mais non, aucun pays africain ne fait quoi que ce soit. Tout le monde est là. Et on regarde, non, on ne veut pas prendre parti. On est là, on est neutre. On ne t'a pas dit de prendre parti. Mais il faut faire bouger les lignes. Créer des systèmes capables de résister au nouveau monde. Qui va permettre à l'Afrique de mieux s'intégrer dans le nouveau monde. Pour ne plus subir les sanctions à tout va. Que ce soit du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest. Pour leur faire comprendre que non, nous ne sommes plus les anciens Africains que vous aviez connus dans le passé. Le monde a changé. Nous sommes des nouveaux Africains. Nous faisons la politique autrement. Alors, lui qui veut coopérer avec nous, alors, voici nos conditions. On parle d'une seule voix. Lui qui ne veut pas, le pays qui veut être traite, on écarte ce pays. Ceux qui veulent coopérer, ils coopèrent. Il y a des accords forts qu'on doit respecter entre nous pays africains. Maintenant, on ne le fait pas. On est là tout le temps. On attend. C'est ça qui me fait mal. L'Afrique doit créer sa monnaie numérique.
Je veux voir un président africain qui va œuvrer, voir les autres présidents pour mettre une monnaie numérique sur pied et créer une banque centrale qui va contrôler cette monnaie numérique. Comme on n'est pas en capacité de créer une monnaie pour quitter le franc CFA, j'aimerais que les Africains créent une monnaie numérique, une monnaie numérique qui aura une banque centrale où cette monnaie numérique sera contrôlée. Est-ce que vous comprenez? Qui va se différencier des autres monnaies numériques qui ne sont pas contrôlées sur le marché et tout. Mais cette monnaie numérique africaine devrait être contrôlée à travers une grande banque centrale et tout. Il n'y a pas de liquidité. Il y a des cerveaux, des gens qui sont là-bas qui contrôlent cette monnaie pour essayer d'arrimer ça à toutes les autres monnaies qui ne sont pas numériques et permettre aux pays africains de commercialiser avec n'importe qui. Et cette monnaie numérique devrait se reposer sur l'or. Donc, c'est-à-dire on crée une monnaie parallèle au franc CFA. Le franc CFA est là, c'est la monnaie physique pour que tout le monde puisse acheter. Mais en dehors de ça, les gens qui font les affaires, qui veulent, voilà, faire développer l'Afrique, comme le franc CFA n'est pas reconnu partout, et que quand tu vas en Chine, on ne peut pas changer ton franc CFA, il faut passer par Paris, mais avec cette monnaie numérique, tu n'as plus besoin de passer par Paris. Avec cette monnaie numérique, si les pays africains créent ça, mais la Chine va reconnaître ça, les autres pays, l'Amérique, l'Europe. Donc, on prend cette monnaie numérique, tu achètes directement, tu commandes des produits en Chine avec cette monnaie numérique, tu fais ton achat sans que Paris ne contrôle cette monnaie. Maintenant, si tu veux manger ton garba, tu prends ton franc CFA, tu t'en vas acheter garba. Ça, c'est autre chose. Tu veux acheter ton pain chez Diallo, tu prends franc CFA, tu t'en vas. Mais quand il s'agit des grosses affaires internationales, le franc CFA n'a plus son mot à dire. C'est la monnaie numérique. Je veux que les Africains fassent cela. C'est ça mon rêve. Et j'espère que cette vidéo, des gens vont la télécharger, la partager. Là où il faut partager la vidéo pour que les intellectuels africains voient cette vidéo et essayent de réfléchir sur cette idée, cette proposition de monnaie numérique africaine. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit. C'était l'incontournable Guerre compris en ensemble. Ah, Fousseni Danyoko, il dit, je suis malien mais j'ai mes parents en Côte d'Ivoire. Quelle est votre appréciation sur la crise entre ces deux pays? La Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas en guerre. Puisque la population ivoirienne et la population malienne ne sont pas en confrontation. C'est entre les dirigeants ivoiriens et les dirigeants maliens qui ont un problème. Oui, les dirigeants ivoiriens et les dirigeants maliens, ils ont un problème. Si vous me dites cela, oui. Mais la population malienne et la population ivoirienne n'ont aucun souci. Voilà. La preuve en est qu'il y a des Maliens en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens au Mali. Est-ce que qui a déjà attaqué les Ivoiriens qui sont au Mali pour dire votre gouvernement ivoirien n'est pas d'accord avec le gouvernement malien, donc nous on va chicoter ou bien on va tuer les Ivoiriens qui sont au Mali là-bas? Est-ce que vous avez déjà vu la population ivoirienne s'apprendre aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire pour dire, ben, comme Assimi Goïta n'est pas d'accord avec Alassane, nous on va s'apprendre aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire? Non, non, non. Ce qui veut dire, les deux peuples ne sont pas en confrontation, les deux peuples ne sont pas en palabre. Ceux qui ont problème là, qui ont leur problème, c'est Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Et ils devraient régler leurs problèmes. Il ne faut pas, ils vont mêler la population, les populations maliennes et ivoiriennes là-dedans. S'ils mêlent leurs problèmes, s'ils mêlent les deux populations dans leurs histoires, c'est ça qui est dangereux en fait. Donc j'espère qu'ils feront tout, leur bagarre va rester entre eux et que la population malienne et ivoirienne ne vont pas se mêler de cette histoire pour ne pas que ça crée une crise entre les deux nations. Une crise de population. J'espère. Et que ça va s'arrêter là. Sur ce, on se laisse. Stéphane Maniga, il dit j'ai des idées géniales. Donc, téléchargez la vidéo et partagez-la.
Hein, je sais pas, il y a d'autres chaînes, hein, YouTube, ou il y a des pages Facebook. Parce que de nos jours, quand tu parles de ces genres de choses, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent. Hein. C'est quand il y a des clashs. Ils aiment bien. Si je me mettais à clasher tout de suite, vous allez voir des gens qui allaient se mettre en ligne. Ils allaient mettre des cœurs, des étoiles, parce qu'ils allaient adorer. Mais lorsque tu parles des choses intellectuelles, non, 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 ils ne sont pas intéressés. Ils adorent les clashs. Là où c'est chaud. Voilà. Mais moi, je ne vais plus faire ces genres de clash. Je préfère parler des choses intéressantes qui vont instruire beaucoup de personnes. Voilà, sinon les clashs, on sait faire. Si on cherche la popularité, on va le faire pour avoir un grand nombre de vues. Mais ce n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas. Je préfère faire mes vidéos tranquillement et parler de ces genres de choses. Donc, ciao, on est ensemble. Stéphane Maniga, il dit, Guégué, tu as des idées géniales, dis-moi, tu as aussi fait de longues études ou bien tu es un chercheur qui aime s'instruire. Oh, je m'instruis, je ne cesse de faire des recherches, je ne cesse de réfléchir pour le bien-être de l'Afrique. Voilà. Parce que dans la vie, quand tu te soucies de ton continent surtout, et les gens qui y vivent, tu te poses un tas de questions et tu te demandes comment on doit faire pour évoluer. Pourquoi les autres sont comme ça et nous sommes toujours en arrière? Est-ce que c'est réellement la colonisation? Est-ce que c'est à cause de la traite négrière? Est-ce qu'on a été les seuls à avoir subi l'esclavage, la traite négrière, la colonisation? Il n'y a-t-il pas d'autres peuples en dehors de nous qui ont connu le même sort? Et quand tu fais le tour du monde, tu constates que aussi en Amérique, là-bas, il y a des gens qui ont subi ça, les Amérindiens. Il y a aussi des Européens même qui nous ont fait ça. Eux aussi, ils ont été aussi des victimes. Il y a aussi des Juifs qui ont été des victimes aujourd'hui, qui ont créé leur État, qui ont un État puissant. Il y a aussi là les Iraniens, hein, les ayatollahs qui subissent le même sort pendant longtemps, mais qui évoluent. Et donc, tu te dis, mais le problème, ce n'est plus l'histoire de l'esclavage ou colonisation. C'est une question de mentalité. Et que le noir refuse de se développer. Le noir refuse de se développer. Même ceux qu'ils ont déportés sur les différentes îles qu'on appelle les Antillais. Mais il y a certaines îles même qui sont maintenant développées, même que nous, Africains. Hein? Donc on se demande si le problème, ça ne vient pas de nous. On ne peut pas tout le temps rester là, accuser, accuser, accuser. On fait quoi pour s'échapper? On fait quoi pour évoluer? On fait quoi pour s'en sortir? C'est ça la question. La véritable question, c'est ça. Et on doit trouver des réponses. On doit trouver des réponses. Mais le problème, c'est que ce sont nos dirigeants. Ils sont incapables de prendre les décisions puisque leurs avoirs se trouvent en Occident en fait. C'est ça le problème. Nous avons des dirigeants voleurs. Et ces dirigeants-là, lorsqu'ils viennent au pouvoir, puisque l'Afrique a un seul système bancaire, le système SWIFT. Donc, si un président africain veut garder ses biens à l'étranger, automatiquement, ce sont dans les banques qui utilisent le système SWIFT. Dès lors qu'une banque utilise le système SWIFT, l'Occident a déjà un œil sur ça. Quel que soit l'endroit où il mettra l'argent, la CIA sait où tu as mis l'argent. Puisque le système SWIFT est contrôlé par la CIA, c'est-à-dire c'est un service de renseignement américain. Voilà pourquoi tu ne peux pas te cacher. Même si tu mets ça dans les paradis fiscaux, ils savent où l'argent est. Ils vont trouver où est caché l'argent. Et donc, suite à ça, ils vont te faire des chantages. Pour dire, si tu ne fais pas tant, on bloque ton argent. Et dès lors que tu sais que tu as pillé ton pays, tu as pillé ton peuple, tu as des milliards dans ce compte bancaire qui est maintenant sous le contrôle occidental, tu ne fais que accepter leur dictat. Tu ne fais que dire oui, oui, oui. Puisque nous n'avons pas de banque centrale capable de gérer nos propres biens en Afrique. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si notre banque centrale se trouvait en France. Puisque chaque banque centrale a un rôle capital.
La banque centrale, son rôle, c'est de fabriquer la monnaie et de contrôler la monnaie. Nous, en Afrique, on ne fabrique pas. C'est-à-dire, les pays membres de la CEDEAO ne fabriquent aucune monnaie. La monnaie est fabriquée en Europe, en France, dans la ville de Chambaliers. Donc, ça veut dire la Banque centrale africaine, ouest africaine, qui compose les pays de lui et moi, se trouve à Paris. Et donc, c'est eux qui contrôlent le franc CFA. Ce qui est là-bas au Sénégal, qu'on appelle la BCAO, c'est un magasin du franc CFA. C'est comme ça moi je définis. C'est-à-dire le franc CFA est fabriqué par la banque centrale. Tout, cette banque qui contrôle le franc CFA envoie maintenant l'argent dans le magasin du franc CFA appelé la BCAO qui est au Sénégal. Et là-bas encore, il y a des représentants français qui ont un droit de regard sur cet argent pour savoir si l'argent est bien partagé et tout. Et l'argent veut aller où? Est-ce que c'est pour investir? Non. Si c'est pour investir, il met son veto pour dire cet argent, c'est pas histoire d'investir, c'est pour partager ça au chef d'État pour qu'il puisse voler et nous ramener cet argent en Occident encore. Comme ça, on a un droit de regard sur ça. Et donc, voilà un peu. Est-ce que vous... Mais les Iraniens, ils ont leur banque centrale. Leur argent, là, ils mettent ça dans leur pays. L'ayatollah Ali Khamenei, lui, il ne met pas son argent en Occident. Donc, même les Occidentaux vont beau le menacer. Il n'en a rien à foutre. Il sait que son argent est dans son pays. Ils ne vont pas bloquer ça. Est-ce que vous comprenez? Poutine, ils l'ont beau menacer. Oh, il sait que lui, son argent, là, ça ne se trouve pas en Occident. Son argent est en Russie. Donc, il n'en a rien à foutre. Xi Jinping, ils vont beau le menacer. Il sait que lui, son argent ne se trouve pas en Occident. Ça se trouve en Chine. Mais nos dirigeants, leur argent se trouve, mais c'est en Occident. Comment quelqu'un qui a payé des immeubles, qui a des biens en Occident, il puisse lutter pour le bien-être de son pays? Non. Automatiquement, tout ce qu'on lui demande, il fait. Donc l'Afrique ne peut jamais évoluer. L'Afrique, parce que ce sont ces mêmes gens-là qui leur demandent de mettre leurs biens en truc. En Occident, on leur propose des conseillers pour dire il faut garder tes biens ici, on ne sait jamais et tout. Donc du coup, mais si on n'évolue pas et que ça continue comme ça aussi, c'est que le peuple africain adore ça. Le peuple africain cautionne ça. Et donc voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas accuser la France. Un peuple qui veut évoluer, lorsqu'il voit son dirigeant qui ne prend pas de bonnes décisions, le peuple se révolte pour dire bon, dégage, on n'a pas besoin de toi, on veut ça, et le peuple trace son avenir. Mais lorsque le peuple dort, et dit en fait comment? C'est que le peuple adore la politique de son dirigeant. Voilà les Sri Lankais. Ils n'ont pas hésité à chasser leur premier ministre et leur truc président. Parce que le président ne faisait pas ce que le peuple désirait qu'il le fasse. Mais ils n'ont pas hésité, ils l'ont chassé. Ils dit, quitte, nous on veut quelqu'un qui va nous aider à aller sur ce truc, sur cette voie. Donc c'est comme ça. Voilà les Italiens. Ils ont chassé maintenant un truc, le premier ministre Draghi. Parce que ils voient que l'Italie, ça ne va pas. Mais écoute, les parlementaires, ils ont dit, bon, il faut démissionner. Il était contraint de démissionner. Donc, il a démissionné. Donc, c'est comme ça. Nous, en Afrique, on ne fait pas pareil. On est trop mou. On est incapable de lutter. Et on dit l'esclavage, l'esclavage. Et l'impérialisme français, ceci, cela. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je crois à l'incapacité de nos intellectuels, hommes politiques qui nous dirigent, qui font tout pour empêcher l'Afrique d'évoluer. C'est tout. Voici ma vision. Donc, ensuite, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit. Ciao, on est ensemble.